JS comme les grands. En quelques mots, je m'appelle Romain Maton, donc je suis développeur freelance, à peu près un peu moins de 15 ans d'expérience et freelance depuis à peu près 7 ans. Je fais principalement du Java, du Node et du web, pour ne pas dire quasi systématiquement. Java, c'est à peu près toutes les stacks, Node, bon, bah, vous verrez, et web, un peu de tout, Angular 2, React, Vue depuis 2-3 ans, voilà, un peu de tout. Twitter s'y intéressait, et un petit blog que je ne maintiens plus trop, mais un jour je reprendrai. Le plan de la session, donc pour ceux qui connaissent pas ou autres, eh bien, on va tout parcourir, de l'installation à la configuration, Node en production, un petit puzzler, performance, sécurité, blablabla. Donc, si vous voulez faire du Node dans l'entreprise, je pense que vous aurez pas mal de réponses du coup. Petit sondage, ça change de ville en ville, donc voilà, c'est pour adapter un peu le talk, parce que des fois il est un peu hardcore, des fois il est un peu trop gentil, donc voilà, un peu pour savoir. Qui ne connaît pas du tout Node.js ? Pas du tout. Levez la main, il n'y a pas honte. Hein. Donc personne, c'est cool. Qui a regardé vite fait ou fait juste une petite to-do, mais pas plus loin? Je dirais un tiers de la salle. Qui en a fait en entreprise? Ouh, c'est pas mal ça. Ça fait 2 tiers de la salle. Et qui, dans ceux-là, ont une appli en production? Ah, un petit peu moins quand même, d'accord. Qui en a plusieurs en production? Ok, une bonne dizaine. Ah, bah c'est cool. Je pense qu'il y en aura pour tout le monde, du coup. Je vais faire la presse en entier. Il y aura ce petit logo que vous verrez de temps à autre. Si vous ne connaissez pas, ou si vous n'avez jamais approfondi, ça peut être pas mal de le faire. Il y a des trucs que vous découvrirez, des trucs que vous savez que ça existe, mais vous n'avez pas creusé. Il faut vraiment le faire, donc c'est vos devoirs. Allez, c'est parti, parce qu'on a beaucoup de choses. Donc l'installation, ça va commencer évidemment par votre gestionnaire de paquets. Nativement, donc avec Node, vous avez NPM qui arrive, l'historique, version 5, tout vieux, mais il est bien. Il y a eu Yarn il y a à peu près 2-3 ans, donc qui a un peu remué tout le tralala parce qu'il était beaucoup plus rapide, donc performant en termes de téléchargement, donc en parallèle, et il rajoute un cache pour tous ces modules, donc ça vous offrait l'offline. Donc ça reste toujours utile, il est toujours plus performant qu'NPM là-dessus. Il avait le Yarn lock, donc qui aujourd'hui maintenant n'est plus d'actualité, puisque NPM a maintenant un package lock qui se fait par défaut. Donc NPM a fait la même chose que Yarn du coup, poser ce lock pour versionner vos fichiers en permanence. Donc voilà, là on parle juste de vitesse de téléchargement et d'offline. Donc ça dépend de vos besoins, ça dépend de vos builds Jenkins, comment sont vos esclaves, si vous les redémarrez à zéro, si vous gardez un cache. Enfin, là je ne peux pas vous donner de réponse. La frontière entre les deux, elle est vraiment toute petite, et moi j'ai tendance à préférer tout ce qui est natif, parce qu'une librairie qui vient de je ne sais pas où, je ne sais pas si elle va être maintenue. Donc voilà, chacun choisit, mais pour moi c'est NPM. D'ailleurs, Yarn, je n'ai jamais trop utilisé. Le lanceur de tâches, il y en a un qui a vraiment gagné, qu'on retrouve quasiment tout le temps en entreprise et en projet open source. C'est Gulp. Je pense que qui connaît Gulp? Bon, voilà, toute la salle. Avant, on faisait du Grunt, et quelques projets ont encore gardé Grunt. La doc, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve très verbeuse, c'est très très long, et comme c'est du full JSON, on a du mal à la lire. C'est vrai qu'en Gulp, c'est plus straight, on va dire, avec les streams, la perf, bon ça je passe, mais là, je parlais juste doc. Il y a un revival depuis à peu près un an, un petit peu plus d'un an, c'est de tout faire et ça j'aime bien du coup, en natif. Donc on n'utilise pas ce truc-là qui va nous lancer des outils pour nous, du lint, du coverage, du Mocha, enfin on n'est pas bête, on peut le faire nous-mêmes. Donc du coup, tout le monde abandonne les lanceurs de tâches et font tout en NPM script. Donc du coup, vous avez votre script, vous créez un script pour faire ESLint, Mocha, vous mettez tous vos paramètres, il n'y a pas de config passe-plat de Gulp pour vous faire ça. Si vous en avez beaucoup, et que vous devez les orchestrer, vous avez NPM Renol. Donc là, pour le coup, on repart sur de la lib, mais de la lib qui va vous orchestrer tout ce qui est natif au niveau de vos scripts. Donc pareil, la petite ampoule, si vous ne connaissez pas du tout, regardez, parce qu'il y en a de plus en plus des projets qui abandonnent les lanceurs de tâches et font ça. Donc en entreprise, ça peut être bien, ça fait un truc en moins à gérer. J'ai séparé les lanceurs de tâches de l'outil de packaging, parce que c'est vraiment deux choses différentes. Le lanceur de tâches, j'ai envie de dire, il est un peu con, il lance un truc, résultat, salut. L'outil de packaging, il va vraiment vous builder l'appli avec une certaine intelligence, de l'offuscation, de la perf, vous gérez du lazy loading, voire même vous offrir en dev du watch, du live reload. L'outil de packaging, il est plus haut niveau. Donc je crois que vous me voyez arriver avec mes gros sabots, c'est Webpack, donc, qui est utilisé par React et Angular 2, 3, 4, 5, etc. On va dire Angular. Avant, je ne sais pas s'il y en a qui ont utilisé, donc on était sur du Browserify, qui fonctionnait bien, mais il a moins... Voilà, il n'a pas été choisi.
Il y en a un très peu connu, mais tous ceux qui l'utilisent l'adorent. Après, malheureusement, ils ne sont pas beaucoup. C'est Brunch, qui, lui, pour le coup, fait du vrai incrémental. On a toujours vendu les outils de packaging comme faisant de l'incrémental. On fait une petite modif, un watch. Donc pour les grosses applis d'entreprise, je ne sais pas vous, mais moi, c'est quand même des applis assez mouse. Donc de l'incrémental qui me met 20 secondes à builder, je trouve ça bon, c'est pas trop incrémental. Lui, un fichier sur 1 million de fichiers modifiés, il va vous compiler le fichier. Donc le build incrémental, c'est moins d'une seconde. Et là, c'est du vrai incrémental, pas comme Webpack. Donc si vous ne le connaissez pas, regardez-le. Pour le coup, le npm install et le yarn install dont on parlait tout à l'heure, bon, moi, j'en fais pas 200 par jour. Par contre, des modifs qui font du live reload dans mon code, ça, par contre, j'en fais plusieurs centaines par jour. Donc là, il y a un vrai gain. À chaque fois, j'essaie de le passer chez les clients, mais comme c'est peu utilisé, ça a du mal à passer et je comprends, parce que l'entreprise veut quand même pérenniser. Donc, mais si vous pouvez, déjà sur vos projets perso ou ailleurs, regardez-le, c'est vraiment bien. OK, donc là, vous avez juste installé. Ça, c'est Welcome to Node. Maintenant, vous allez configurer. Donc, configurer, c'est choisir le langage. Donc, vous avez ESXX, vous avez les XX scripts, TypeScript, CoffeeScript et compagnie. Et après, ESXX, c'est le langage natif. Donc, après, vous avez les bubbles qui vont vous donner de l'avance pour une année, N+1, N+2, N+3, d'ECMAScript. Donc, stage 3, stage 2, voire stage 0, stage 1. J'ai été un peu vite, pour ceux qui veulent remplir le CV. Alors, pourquoi je dis ça? Et les hipsters, stage 2, 3, parce que bon, faut quand même être un peu... je ne sais pas si on a vu la session de ce matin sur le TC39. S'il y en a qui n'ont pas vu, je vais faire un micro-résumé. Comment ça se définit une année, enfin une ES 2015, une ES 2016, les fonctionnalités qu'il y a dedans, enfin qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Donc il y a une proposition qui est faite au TC39, donc le comité qui va regarder tout ce qui se passe au niveau ECMAScript et va décider ce qui va partir dedans. Donc vous allez faire une première, tout est sur GitHub. Alors ça par contre c'est génial, tout est sur GitHub, vous pouvez tout aller voir. Donc une petite pull request pour proposer votre idée. Donc ça s'appelle le stage 0, qui s'appelle Stroman. Donc vous dites, bah voilà, il y a un problème en ECMA, j'aimerais bien faire ça, voilà un petit bout de code qui compile pas, qui marche pas, mais voilà ce que je veux faire. Donc déjà vous donnez une idée au monde entier, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Donc le stage 0, il y en a qui le font en entreprise, je l'ai vu. Le stage 0, c'est une idée. Il n'y a aucune certitude, voire même, il y en a plein qui sont abandonnés, ça n'ira quasiment jamais dans ECMAScript, très peu. Donc pour être en stage 0 en entreprise, il faut être fou, quoi. Le stage 1, proposal. Donc là, on est aux phases, je vous résume à droite parce que c'est pas comme ça, mais c'est de la démo. Donc vous avez un champion qui est défini, c'est comme le spec lead sur une JSR, donc un mec qui va porter le sujet. Il y a les besoins qui sont définis, et là, on a un polyfill. Donc on peut quand même le lancer et voir ce que le mec propose. Donc là, c'est de la démo. Pareil, stage 1, faut avoir les coronesses, quoi. Stage 2, draft, là on commence à être sérieux. Parce que là, draft, ça veut dire que la spec, elle est précise, développée partiellement, sémantique complète, syntaxe définie. Donc là, ça commence à être sérieux. Mais, si on regarde le TC39, ce stage est défini comme expérimental. Donc pareil, aucune certitude que ça finisse un jour dans du ESXX. Donc pareil, c'est pas dangereux, mais voilà, ça peut arriver. La 3, c'est sérieux, ça veut dire qu'elle est prête. Donc je vous résume, solution complète, totalement implémentée, blablabla. Et le dernier stage, c'est la 4, ça veut dire, ça y est, elle est prête. La prochaine ECMAScript, la fonctionnalité part dedans. Donc quand elle est en stage 4, on sait que l'année d'après, on l'a, ou en cours d'année. Et plein de petits trucs, je vous laisserai lire si vous avez besoin, ça doit être disponible dans 2 VM, machin. Pourquoi je vous embête avec ça? Est-ce que vous connaissez des propositions rejetées? Donc il y en a 2 qui ont fait pas mal de buzz, parce que tout le monde les voulait à l'époque. C'était Object Observe, qui était en stage 2. Et ça, donc sur Paris, j'en connais, chez 2 clients. Les mecs étaient partis en stage 2, ils ont mis du Object Observe partout, donc super, Babel, il le compile, il fait tout le truc, blablabla, hop, abandonné. Bim, on se retrouve avec... Alors là, on parle de code legacy, là on est en plein dedans. Parce que là, maintenant, il faut le maintenir, le code. Puis ils en avaient mis partout. Donc stage 2, c'est un peu dangereux, parce que ça peut amener à du code qui va mourir. Il y avait les cancelable promises aussi. Donc on fait une promise complète, machin, etc. Mais à un moment, on dit, je veux l'annuler. Un peu comme les observables Angular là, en ce moment. Je veux annuler ma promesse, je m'en fous maintenant. Donc ça, c'était une proposition qui a été rejetée en stage 1. Elle était bien, elle a passé de stage 0 à stage 1, donc elle est intéressante, mais stage 1, boum, boulet. Donc vraiment, quand vous choisissez votre stage, faites gaffe, quoi. Et surtout, tout est disponible dans le TC39. Après, c'est du legacy chez les clients. Donc si en plus vous êtes entrepreneur, c'est du legacy chez vous, quoi. Le langage, ça seulement. Donc maintenant, le style de programmation, alors là, c'est bataille de clochers.
les callbacks avec Async.js, les promesses avec Bluebird, les générateurs avec Co, il y en a, ça existe. Plus récemment, et à mon avis, ce qui va un peu décider tout ça, va beaucoup changer, je pense, ça va être tout le monde va partir, je pense, sur du Async Await. Donc si vous ne l'avez pas vu, ça pareil, grosse ampoule, tout le monde va partir là-dessus. On revient sur du try-catch, mais on évite le callback L, et surtout ce que j'ai vu, je ne sais pas pourquoi tout le monde aime ça, des tripotés de zen sur 50 lignes, je trouve, c'est pas beau, quoi. Donc voilà, Async Await, il y a une manière aussi d'écrire différemment pour éviter d'avoir 30 zen et d'avoir 30 await. Il y a moyen de faire ça mieux. Mais je pense qu'Async Await, c'est vraiment à regarder si vous n'aviez pas vu. Et là-dedans, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Si vous choisissez l'un, l'autre, ça dépend de vos devs. Il y a rarement une mauvaise réponse. Par contre, si vous me faites du callback L, ouais, là, c'est pas bien. Donc maintenant, on est toujours dans de la conf. Hein. Vous n'avez pas commencé à coder. Hein. Voilà, bienvenue dans le monde JS, quoi. Serveur ou front. Hein, maintenant, l'outil d'analyse statique. Alors, donc là, par contre, c'est cool. Il n'y aura pas trop de choix. Il y en a un qui a gagné, c'est ESLint. Et là, on va commencer à parler des géants. Il y a une config qui écrase tout le monde, c'est celle d'Airbnb. Parce que c'est pas compliqué. Dès qu'il y a une config qui est un peu différente, vous regardez les forkés d'Airbnb. Donc, ils ont vraiment une config de base qui est propre. Je l'utilise rarement comme ça. Il y a toujours une petite custo. Donc, c'est ça qui est bien dans ESLint. Vous héritez d'une config. Puis vous overridez, vous faites votre truc. Mais à chaque fois, je change que 4 ou 5 règles. Donc franchement, la config de base d'Airbnb, elle est bien, quoi. Donc plus vieux, si vous avez connu, JSIN, JSCS. Alors il y en a, c'est très, les scalaïstes adorent ça. Il y a Standard qui a pris dans certains projets, parce qu'on ne met pas de point-virgule à la fin des lignes. Voilà. Donc si vous mettez un point-virgule, c'est une faute syntaxique, voilà, en Standard. Par contre, en revanche, si vous faites ça sur une IFI, donc la fonction qu'on invoque immédiatement, sur un tableau avec for each, donc pas de retour, ou là-dessus, un booléen que vous n'utilisez pas, il faut mettre un point-virgule devant. Sinon, c'est une erreur syntaxique. Et comme les gens n'aiment pas les 3 derniers, la communauté JS, il y a semi-standard qui a été créé, donc c'est... voilà. Vous avez le droit d'écrire les 3 lignes. Voilà. Moi, j'adore, franchement, c'est pain béni. OK, donc là, normalement, vous êtes prêts. Vous codez votre appli. Là, c'est plutôt cool. Bon, là, je vous laisse coder. Hein, c'est votre... Maintenant, vous partez en production. En Node, on n'est pas meilleur que les autres. Hein, donc, quand votre appli est en prod, si vous voulez savoir ce qui se passe, il faut loguer. Parce que sinon, comme en Java, comme en Go, comme en Python, comme ce que vous voulez, on est tout nu hein, si on n'a pas de log. Donc, il faut loguer. Sur les projets Node, ils ont vraiment beaucoup de mal. La plupart des clients chez lesquels j'ai été ou faire un peu d'audit et tout, il n'y avait aucun log. C'est vraiment à se demander, je sais pas. On fait du Node, on oublie toutes les bonnes pratiques et tout ce qu'on a appris. Donc, il faut loguer, il faut utiliser tous les niveaux de log. Vous avez même des frameworks qui vous font des trucs gratuits, Spring Boot, etc. aussi, mais voilà, un identifiant unique de requête. Donc, quand vous faites des microservices, de l'API Gateway et tout, c'est bien de se passer cet ID unique pour savoir exactement par où le mec est passé. Donc Restify vous donne un ID unique de request, XRequestID. Voilà, vous n'avez rien à faire. Après, vous le passez à tous vos services. Vous avez sur le net aussi plein de projets, donc des middleware pour loguer tout ce qui est in-out de vos requêtes. Donc pareil, pour le debug, c'est assez cool. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, mais ça aide quand même beaucoup. Attention au password. Hein. Et il y en a même qui loguent la latence et les temps hors application. Là, on va commencer à arriver chez les géants. Là. Donc ils loguent vraiment ça. Ils voient le temps qui s'est passé, ils voient le temps hors appli. Voilà. Ils loguent vraiment tout ce qui se passe. Ils veulent vraiment savoir, mon Dieu Seigneur. De toute façon, vous me voyez arriver. Hein, le client qui fait ça, il y en a qu'un. Quoi. Donc le login de Brutas, c'est lui. Il va garder tout, parce qu'en Java, on est d'accord, vous ne loguez pas de debug. Hein. Sinon, votre ops, je pense, il va vous hurler dessus, il va dire, vous remplissez la machine en 1 heure. Quoi. Donc on ne peut pas loguer des bugs, on a un logback ou autre, on lui met erreur, et puis sur 5 minutes, on va lui injecter du debug, et puis on regarde ce qui se passe, voilà. Eux, c'est des fous. Ils gardent tout en mémoire, donc tout, debug, info, machin, tout. Et s'il y a une erreur seulement, ils flush. S'il n'y a pas d'erreur, ils oublient les logs. Donc là, il faut avoir un petit peu de RAM, mais voilà, ils gardent tout en mémoire, et ils flush sur erreur. Donc ça, c'est Netflix. Donc comment ils font pour garder les logs ? Par exemple, en Winston, ça va être écrire un rewriter. Au moment où on écrit le log, on va lui dire, alors tu l'écris et en même temps, tu me le fous dans ce tableau. Puis le tableau, on va le garder un petit peu, le temps de la requête. Et si je vois qu'il n'y a pas d'erreur, je vide le tableau. L'écriture complète sur erreur, donc il y a une erreur, il faut que j'écrive. Il y a des middleware d'erreur en express, en loopback, en ce que vous voulez. Donc très facile à mettre en place. Et le log en lui-même,
Là, ça va passer par du proxy, du décorateur, de la surcharge, donc debug, info, machin, au moment où vous écrivez, lui dire d'invoquer ce tableau, ça va être là-dedans. Donc voilà, il y en a qui font ça. Et après, ils vont faire des talks justement pour présenter tout ça, et on dit « Oh mon Dieu, c'est génial !» Une fois qu'on a fait ça, donc normalement, on sait ce qui se passe dans notre appli, puis il y en a qui font du Java. OK. Donc on aime bien débugger, on aime bien voir nos petits profilers, nos petits trucs. Donc en Node, c'est ça qui est cool, on va utiliser le profiler de V8, qui est le moteur JavaScript dedans, fait par Google, parce qu'il est embarqué avec Node. Donc ça, c'est cool, on n'a pas besoin d'avoir un truc à côté pour monitorer l'appli. Ce profiler, il vous donne le temps passé dans chaque couche, parce que, bon, là, il y en a pas mal, vous avez quasiment tous fait au moins un peu de Node. Il y a du JS, mais ça, c'est pour nous, c'est l'API JS pour qu'on code, mais derrière, c'est quasiment que du C++ Node. Donc, il va vous donner le temps passé par couche, donc pour les librairies natives, etc. On va voir un exemple juste après. Alors ça, vous retenez pas... Oh, d'ailleurs, depuis le début, vous retenez pas tout ça par cœur. Hein. Si vous arrivez à choper un truc ou deux, c'est cool. Le talk, il est sur GitLab. Je vous enverrai le lien sur Twitter après la conf. Si vous commencez à noter, là... Donc, ce genre de ligne, vous notez pas. Mais si vous lancez Node avec ce flag-là, bah, ça vous génère un fichier qui fait je sais pas combien de gigas. Vous le lancez avec cette commande-là, ça vous génère un joli petit fichier, par contre, qui ressemble à ça. Donc, vous avez le temps passé par votre appli, par couche. Donc, un petit résumé tout en haut. Donc là, j'ai pris un bout de code où j'ai fait du caca. Donc on voit que je passe 0,2% dans mon JS, donc apparemment le caca n'est pas dans le JS. Par contre, 99% du temps dans le C++, donc le caca, il semble là. Et quand on regarde, donc ça c'était le résumé, quand on regarde le détail, on voit que je suis à 53% du temps à peu près dans crypto, dans une méthode là. Donc je pense que j'ai dû faire de la merde là-dedans. Alors le problème de ce fichier, c'est qu'il peut être trompeur. Genre là, on croit que je passe 53% du temps dans cette méthode crypto que j'ai utilisée bizarrement. Alors que si on regarde dans le détail, et là, il faut un peu s'accrocher, en fait, je suis plutôt 100% du temps dans la méthode, en fait. Parce que là, c'est l'API Node qui est appelée par mon JS, donc Node crypto, BK, machin. Par contre, ce truc-là, après, il va envoyer une commande à V8, donc vas-y, exécute crypto, qui va exécuter les e-compiles sur le truc, et pouf, je suis à 100%. Et en fait, je passe 100% de mon temps dans V8 à faire une commande en gros de cryptage. Et évidemment, je suis très intelligent, j'ai fait quelque chose qui est synchrone. Voilà. Donc du coup, je bloque tout le monde et je suis à 100% de mon CPU là-dedans. Voilà. Donc ce fichier n'est pas top lisible, donc il y a des trucs qui sont mieux. On verra juste après. Et ça, surtout, gros inconvénient, je reviens en arrière, il faut démarrer Node avec ça. Donc du coup, ça va vous générer un fichier qui fait je ne sais pas combien de gigas à la seconde. Donc pareil, votre ops, il va hurler à la mort. Donc, ce qui va être mieux, c'est de dire, on démarre Node normalement, et ce qui est génial, c'est comme il est embarqué, qu'il y a une API JavaScript, on va pouvoir le piloter et le lancer on demand. Si on n'avait pas ça, pareil, je pense qu'on serait mort. En tout cas, sur les projets, on aurait galéré. Donc, du coup, on utilise le V8 Profiler, qui est le module. Pareil, si vous ne le connaissez pas, là, il faut le noter, il faut l'essayer ce soir, tout de suite. Avant, il y en a qui doivent le connaître, il y avait Ben Nordwis, qui a été connu pour un fait d'armes, bref. Il travaillait chez Libuvi, qui maintenant chez Strongloop, il avait codé Node Profiler, qui a été abandonné petit à petit. Maintenant, c'est vraiment V8 Profiler qui est utilisé. Donc, vous avez plein de méthodes dedans, dont Start Profiling et Stop Profiling, qui portent bien leur nom. Vous allez pouvoir faire un export de ce résultat de profiling, et vous allez pouvoir le lire dans les DevTools, parce que c'est Google, donc faut tout dans les DevTools. Donc là, je ne fais pas un talk sur comment utiliser les DevTools, il y en a plein sur le net, notamment Adi Osmani, qui a fait un talk pour expliquer comment utiliser les DevTools. Il est corps développeur tech lead même sur les DevTools, donc il en parle mieux que moi. Donc vous avez le temps passé par couche, par méthode, la vue timeline, etc. Donc voilà, vous mettez le fichier là-dedans et boum, c'est gratuit. Donc ça, pour débugger, c'est quand même mieux que le fichier, le truc d'avant, pas beau. Ça, c'était le profiling CPU. Donc maintenant, en Java, nous, pareil, on aime bien un peu voir ce qui se passe dans la mémoire. Donc en Node, on a une heap. Je ne sais pas si vous saviez, je pense quand même. On a même deux générations pour cette heap pour la vider. Par défaut, elle fait 1,5 giga. Et si les GC ne se libèrent plus, ça souvent, il y en a qui découvrent, c'est marrant. Si les GC ne peuvent plus libérer la heap, on est comme en Java. Hein. Sauf que c'est pas, c'est out of memory error. C'est out of memory error, donc comme en Java. Donc il va falloir monitorer aussi votre heap si jamais vous avez votre appli qui se met à tuer, qui se met à crever, vous ne savez pas pourquoi. Peut-être que vous avez un souci là-dedans et voir un peu ce qui se passe au niveau de votre heap. Donc pareil, V8 Profiler,
Donc avant, Ben Nordus avait aussi fait Node Heap Dump, qui est quasiment abandonné. Méthode Text Snapshot, export du résultat, et on retourne dans les DevTools, encore et toujours, et avec, comme en Java, le nombre d'objets par type d'objet, donc tableau de string, tableau d'objets, nombre ce que vous voulez. Si vos objets commencent à apparaître, c'est peut-être qu'ils font des choses un peu bizarres. Vous avez même une pile stack pour savoir à peu près combien vous en avez, ils sont dans quel arbre, ils sont dans quelle map, dans quelle liste. Voilà. Pareil, je ne résume pas comment ça se lit, ces tableaux-là. Il y a Adi Osmani qui résume aussi comment on lit un heap dump dans les DevTools. S'il y en a qui en font depuis longtemps, il y a 3 ans, il y avait un gros buzz sur les flame graphs, et c'était la manière ultime de monitorer, de voir ce qui se passait dans l'appli Node. Flame graph, donc ça va vous permettre de voir tout ce qui est CPU, mais aussi off CPU, ce qui se passe en mémoire, etc. Donc vous allez vraiment tout voir. Par contre, ce n'est pas du Node natif. Ça veut dire que là, pour faire un flame graph, vous allez utiliser un outil externe. Donc en Linux, ça va plutôt être perf, en OS X, c'est plutôt ditrest, et en Windows, c'est plutôt xperf. Il n'y a rien qui a arrêté, mais voilà, vous n'utilisez pas du... Là, on n'est pas dans Node, là. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, ces trucs-là, vous pouvez les utiliser pour monitorer du MySQL, enfin, vous monitorez ce que vous voulez, quoi. D'ailleurs, mon exemple, je crois, c'est du MySQL, pour montrer ça. Alors nous, on l'avait utilisé il y a 2 ans, 2 ans et demi, quand on avait des gros problèmes de perf sur une appli, parce qu'il y avait beaucoup d'appels, et il fallait se le palucher à la main, on n'avait pas accès à la machine, enfin bref, c'était chiant. Et bon, on n'a pas de bol, on a fait trop tôt, parce qu'il y a 1 an, il y a un projet de ouf qui est sorti, 0x, ça vous fait ça on demand. Donc franchement, j'aurais bien aimé avoir ça, quoi. Parce que du coup, vous lancez 0x, et en sortie, vous avez ça direct, quoi. Si vous le faites à la main, il y a un truc qui est généré, il faut le mettre dans un autre outil qui va vous générer le graphe avec des SCP à droite à gauche. Bon, c'est pas... Là, vous avez ça en sortie dans une URL, donc un peu de sécurité pour... C'est quand même cool. Et on voit que c'est du MySQL. Vous monitorez ce que vous voulez, MySQLD, execute, join. Vous êtes au niveau OS, vous n'êtes pas dans Node. OK. Donc maintenant, vous savez monitorer votre appli. Ce qui va être bien, c'est d'automatiser tout ça. Donc là, on revient chez les géants, et on revient toujours chez le même. Du profiling à la demande. Donc vous démarrez votre appli, vous dites, là, j'ai l'impression que ça rame, j'ai 1000 mecs en même temps, je ne sais pas, l'appli a mis 8 ans. Donc j'aimerais bien savoir ce qui se passe, donc là, je voudrais monitorer maintenant. Donc souvent, 2 manières de faire. Soit vous demandez à votre Ops d'envoyer un petit SIG USR2, donc qui va être le signal que vous allez attraper pour lancer le profiling, c'est la bonne pratique. Ou vous allez faire un appel API, donc là, avec tout ce qu'il faut de sécurité, pour dire, vas-y, lance un monitoring maintenant. Pareil, la bonne pratique, mais ça, c'est pas Node, hein, c'est dans tout. D'abord un heap dump, ensuite vous faites votre tambouille, votre Gatling, enfin vous bombardez votre appli, et après vous refaites un heap dump. Une fois que vous avez ça, vos exports, etc. Alors il y en a même qui font ça, j'ai vu. Ils font des compares de heap dump parce qu'il y a une méthode compare sur VU de Profiler. Il prend les 2 heaps et en sortie vous avez déjà le résultat. Vous n'avez même pas besoin de comparer avec vos yeux. C'est trop bien. Et ça, il y en a qui le font toutes les 30 minutes. Et c'est Netflix encore et toujours. Et là-dessus, parce que le faire c'est bien, mais ce qu'il faut détecter c'est quand ça va mal. Et ils posent des alertes. Et donc ils reçoivent en temps réel, attention, l'appli 18 là, elle est en train de bombarder. En plus ils ont vraiment découpé, c'est une page, c'est plusieurs applis, donc ils ont vraiment tout découpé. Et chaque appli est monitoré, il y a des alertes sur chaque app. Donc ça, faut être un peu gros quand même hein, pour faire ça. Mais ça dépend de votre appli. Si vous avez des besoins, faites-le parce que je pense que ça peut aider, quoi. Donc on est à mi-parcours, ça tombe bien. On va faire un petit puzzler. Si au fond vous ne voyez pas, je vous résume. Mais en gros, donc je fais une lecture de fichier, donc je récupère le module FS. Je fais une petite lecture de fichier et dans cette callback, je vais faire 3 appels successifs, set timeout, set immediate et next tick. Il y en a qui les connaissent de nom. De nom. OK. Donc je vais faire très rapidement parce que du coup ça ne va complètement pas vous intéresser. Mais en gros la question c'était lesquels s'exécutent dans quel ordre. Il y a peu de chances que dans une appli web vous ayez ça. Bon, nous évidemment on a fait un framework, machin, pour une grande entreprise, pour faire un truc générique que les autres vont utiliser, patati patata. Et à un moment on s'est retrouvé à loader des modèles dynamiquement dans Strongloop et tout. Bref, on s'est retrouvé avec devoir utiliser des méthodes comme ça. Et malheureusement, au début, personne ne savait ce que ça faisait, donc on avait des résultats un peu chelous. Donc il y a un ordre d'exécution de ces méthodes, et il y en a 2-3, notamment nextTick et setImmediate. Il faut faire gaffe comment on les utilise. En gros, ces méthodes, elles sont vachement liées à ce qui va se passer dans votre event loop. Donc l'event loop, c'est ce qu'il y a derrière Node, quand vous faites vos appels I/O.
Donc vous dites, je veux une lecture de fichier, je veux faire ci, je veux faire un appel à la base, je ne sais pas quoi. En fait, vous envoyez l'événement à Event Loop qui va faire, je résume grossièrement, c'est pas ça, mais en gros c'est ça, qui va faire votre traitement, et quand il y a la réponse, elle va vous redonner la réponse, et vous redonner la main. Et Event Loop, elle a des phases. Donc je vais les passer très rapidement parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y a plusieurs phases où elle va d'un seul coup exécuter tous les sets timeout, elle va exécuter tous les sets immediates. Il y a une phase qui est sympa et hyper important, c'est le pool. C'est vous avez fait tous vos appels I/O dans les I/O callback, et dans la phase de pool, vous allez récupérer les résultats. Donc si vous avez fait 5 appels I/O, si l'event loop elle est dans la phase pool, elle va dépiler vos 5 appels. Dès qu'il n'y a plus d'appels, elle fonctionne comme ça. Dès qu'il y a 0 dans la phase, elle passe à la phase suivante. Donc tous vos appels I/O d'abord, puis vos checks, donc les sets immédiates, puis les clauses que vous avez mis sur les sockets, sur les machins, etc., timer, et puis elle est en boucle, comme ça. Et elle attend. La phase où elle est vraiment en attente, c'est le idle prepare. Mais ça, c'est interne, on s'en fout. Et il y a une queue spéciale qui est hors event loop, c'est nextTick. Donc elle est un peu bizarre celle-là, parce que du coup, elle est hors event loop, et surtout, elle est invoquée immédiatement après l'opération en cours. Donc si vous avez un bout de code, vous faites un nextTick, vous sortez de la fonction. Le nextTick avec le bout de code est appelé. Dedans, vous refaites un nextTick, et vous avez starvé votre... Enfin, là, Node, il est mort. Il ne peut plus prendre d'appel I/O, il ne peut plus rien faire. Donc nextTick, si vous devez l'utiliser, c'est que vous savez exactement ce que vous faites. Parce que sinon, c'est n'importe quoi. Et donc la réponse à ce test un peu méchant, c'est que de toute façon, nextTick, il est toujours appelé en premier. Parce que dès que vous avez fini le code, boum, nextTick, il est appelé. Et après, le piège, c'est que j'étais dans un appel I/O. Et donc, dans un appel I/O, c'est les sets immédiates qui sont appelés juste après. Parce que, comme on le revoit ici, une fois que les appels I/O sont terminés, c'est la phase check qui est appelée, c'est les sets immédiates. Close, il n'y en a pas. Je reviens à timer, set timeout, set intervalle. Et bim. Et ça, on a eu le cas en prod. Il y avait un truc qui était appelé avant l'autre. Oui, mais set timeout 0, c'est appelé tout de suite. Eh ben non. Il y avait un set immédiate entre les deux, et le set immédiate, pas de bol, il nous foutait la rouille. Set immédiate qui porte mal son nom, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit lui qui soit appelé tout de suite, même avant nextTick. Donc là, il y a un post-mortem sur Node.js. Node.js, ils communiquent beaucoup, même sur leurs erreurs. Et il y a un post-mortem là-dessus en disant pourquoi cette immédiate s'appelle comme ça, pourquoi il faut absolument le changer, mais pourquoi on ne peut pas le faire. Donc c'est rigolo. C'est au niveau de l'IBUV, au niveau de... En fait, l'event loop, oui, je l'ai peut-être dit, enfin je ne sais plus. En gros, l'event loop, derrière, c'est masqué dans une librairie qui s'appelle l'IBUV. Donc là, par contre, pareil, pour aller lire là-dedans, il faut en vouloir. Mais dedans, ça s'appelait déjà set immédiate. Et Node a gardé le mot. Et le problème, c'est que du coup, changer le mot maintenant, il y a quasiment toutes les API de la Terre qui explosent. Donc ils disent en gros, ce serait bien de le changer, mais en gros, on ne peut pas. Enfin, sinon, on pète tout le monde, quoi. Donc voilà, ils savent que c'est un nom de merde, mais ils sont obligés de le garder. Et en plus, le puzzler est vraiment... J'aurais pu en faire un plus méchant, c'est celui d'après, parce que là, je me suis mis dans une phase d'IO. Donc j'ai fait un read file. Mais j'aurais pu faire ça. Donc je ne me mets pas dans une phase d'IO et je mets les trois l'un derrière l'autre. Et alors là, bon, moi je suis tombé dedans, mais là on est dans du non déterministe. Ça veut dire que nextTick est appelé forcément tout de suite. Par contre, après les deux là, comme l'event loop, enfin comme l'IBUV, je ne sais pas dans quelle phase il est, des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Ça on l'écrit jamais, c'est juste pour les puzzlers. Mais je trouve ça marrant. Moi sur mon Mac, je crois que j'ai quasiment eu 100% tout le temps de cette timeout. Donc comme quoi en plus c'est immédiat. Ok. Donc là, on s'est bien marré, on fait du profiling, on a fait notre code, on est bien. Bon, maintenant, les perfs. Un petit peu de perfs. Nous, pareil, on a eu des soucis, donc voilà. Comme d'hab, il n'y a pas de balle en argent. Et surtout, je ne sais pas si vous... Il y en a déjà qui ont mis les mains loin dans V8, tout ça. Non, pas trop. C'est bien, parce qu'il ne faut vraiment pas mettre les mains dedans. Enfin, vous les mettez dedans que si c'est nécessaire. Nous, on a dû mettre les mains dedans. Ça... du coup, on finit très loin. Au niveau de V8, on en apprend beaucoup. Mais au final, ce n'est pas notre boulot. Mais bon. On a des problèmes de perf, voilà. Et notamment, donc, au niveau des process, donc je n'ai pas arrêté de le dire, c'est l'IBUV qui fait vos appels I/O. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un pool de threads. Donc, par défaut, il en a 4. C'est-à-dire, quand vous lui dites, fais-moi 4 lectures de fichiers, et qui sont longs, par exemple, il n'y a plus de threads disponibles. Donc, tout ce qui arrive derrière, ça attend. Lecture Mongo, ce que vous voulez, c'est en attente. Les 4 threads seront pris. Alors, ce n'est pas gênant, puisque, comme vous le savez peut-être, les appels au système, quand vous faites un appel I/O, ils sont quasi systématiquement non bloquants, heureusement, parce que sinon... Mais, et j'arrête pas de prendre ma lecture de fichier, il y a des appels système qui sont bloquants, notamment FS, DNS, alors ça c'est très drôle, parce que PayPal, ils ont des applis en Node,
Et ils ont une appli qui fait plein de requêtes DNS, et les DNS sont bloquants. Et à un moment, ils disent, c'est pas possible, l'event loop, il y a 10 000 callbacks dedans, et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et c'est écrit dans la doc, hein. DNS, résolution, elle est bloquante. Il n'y a pas de résolution non bloquante. Et il y avait quelques drivers jusqu'à encore il n'y a pas longtemps. Hein. Donc faire un appel Mongo et le truc il est bloquant, tu te dis quand même, 2017 quoi. Et donc ça s'augmente. Nous on avait fait un petit clip pour un client pour lancer tous ces tests, tous ces des trucs de sécurité, de la compilation, du Mocha, du truc, du machin. Et le client il aimait bien lancer 30 trucs en même temps, sauf que 30 trucs en même temps, il n'y a pas 30 process. Donc avec UV Thread Pool Size, vous pouvez augmenter le pool de thread. Donc ça, utilisé avec d'énormes précautions. Mais si vous testez et que vous voyez que vous avez un gros gain, là ça vaut le coup. Donc nous c'est le nombre de cœurs, et puis bon, le CPU il est à 100%, mais au moins ça divisait les temps par 3 quoi. Donc dans notre cas, ça a été utile. Mais je ne le fais pas sur toutes les applis en prod et tout. Compilation V8, on n'a pas eu de soucis, mais en creusant, du coup, je suis tombé là-dessus, donc ça m'a fait marrer. Je voulais le partager avec vous. Et je pense que ça va peut-être vous faire marrer aussi. Donc comme vous savez, JavaScript, quand vous allez l'envoyer dans V8, ça va être traduit en code machine. V8, quand il démarre, donc c'est un talk de... Ouais, j'aurais pas dû dire parce que je ne sais plus qui. Il expliquait comment V8 en fait prenait votre code et l'exécutait. En fait, vous avez un démarrage non optimisé. Donc, il prend votre code JS, il exécute. Donc, il y a une petite phase de préchauffage et d'optimisation. Donc, avant, ils utilisaient Crankshaft. Depuis 1 an, je crois, c'est Turbofan. Donc, ils ont fait un nouveau compilateur qui est beaucoup plus rapide. Donc, il y a un JIT initial, comme je disais, qui est très rapide. Et alors, attention, ça commence, où aucun type n'est connu. Donc, en JS, on n'a pas beaucoup de types. Mais en V8, il y en a beaucoup plus. Parce qu'il va les découvrir petit à petit. Et une fois qu'il va connaître tous les types, donc votre fonction, elle prend un entier, cette fonction, elle prend un string, elle va découvrir tous les types. Et à partir de là, il va faire ce qu'on appelle de l'inline cache, que d'autres VM font d'ailleurs. C'est de dire, ce bout de code-là, il est exécuté je ne sais pas combien de fois, donc là, je vais l'optimiser. Et en gros, je vais faire un court-circuit pour aller directement à l'implémentation du code sans faire des petits ponts. Et en gros, ça, c'est des perfs fois 20 au niveau des VM. Donc là, on est bas. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous embête avec ça. Donc en gros, ça génère un stub, ce que je viens de dire, hyper optimisé. Mais ce court-circuit, il est fait selon le type du paramètre. Donc ce que je disais, il va découvrir les types, et selon les types, il va décider s'il optimise ou pas. Et ce type, ça s'appelle une hidden class. Qui en a déjà entendu parler? Ok, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Bon, les hidden class, comment ça marche? Une fois qu'on a mis la main dedans. Mais en fait, je pense que vous le faites sans vous en rendre compte. Mais une fois que vous le savez, c'est plus rigolo. Donc vous avez var p1 égale new p1, new point, boum, il y a une hidden class qui est créée au niveau de V8. New point. On va là-dedans. This.x égale x. Ah, point, maintenant il a un attribut x. Donc boum, il y a une hidden class qui est créée, point 1. Donc là, il y a 2 types au niveau de V8. This.y égale y. Bim, encore une autre hidden class qui est créée, point 2. Donc votre truc, il est créé, on sort. P2 égale new point de 3, 4. On réutilise l'hidden class P2. Donc là, V8, il a réutilisé point 2. Et un peu plus loin dans votre code, vous faites les gros dégueux. Vous faites P1.z égale 3. Et là, vous venez de court-circuiter V8 parce qu'il se dit, ah, maintenant P1, c'est un point 3. Donc quand vous avez du code qui prend point en paramètre, si jamais vous faites du point Z plus tard, V8, il se dit, ah, point 2, il est appelé plusieurs fois, je vais l'optimiser. Sauf qu'à un moment plus tard, vous faites ça. Ah, maintenant, j'ai un point 3 en entrée. Donc, je désoptimise. Et il va faire qu'optimiser, désoptimiser. Donc, en gros, là, vous venez de le niquer. Enfin, il ne peut pas optimiser votre code. Donc, techniquement, vous me voyez arriver, mais c'est ce qu'on fait tout le temps. Mais les paramètres de votre classe ou de votre fonction, vous mettez tout dans le constructeur et vous ne faites rien après. Et ça, pour V8, c'est du bonheur. D'ailleurs, c'était la conclusion du talk du mec de V8, qui était, ça lui tenait à cœur. Je pense qu'il a bossé là-dessus. C'est de privilégier des fonctions monomorphiques, c'est-à-dire elles ont tout le temps la même hidden class en entrée. C'est ça le gros mot. Parce qu'en gros, eux, dès que c'est poly ou mégamorphique, ils ne peuvent pas optimiser. Au niveau de V8, c'est mort. C'est un appel, et puis on fait toute la chaîne, et puis... Donc, il ne faut pas modifier les mêmes hidden class. Et ça, c'est marrant, c'est parce qu'en creusant, bon, ça, c'est l'exemple le plus rigolo, c'est pour ça que je vous le partage avec vous, mais il y a tellement de trucs que fait V8, ça, c'est assez ouf. Donc tout ce que je vous ai dit, évidemment, l'optimisation prématurée, tout ça, faut pas faire ça. Mais par contre, justement, en creusant, je suis tombé sur des trucs comme ça, où même eux, ils disaient en fait, c'est un effet de bord. Mais donc si vous le savez pas, void 0,
c'est une instruction qui retourne undefined. Donc si vous faites if votre variable triple égale undefined, et vous faites if votre variable triple égale void 0, c'est pareil, mais si vous faites void 0, vous êtes 2 fois plus rapide au niveau de V8. Est-ce qu'il faut mettre void 0 partout? Certainement pas, mais c'est marrant de savoir que c'est un effet de bord, c'est comme ça. Mais ils vont l'optimiser. Hein, Et le cas le plus violent, c'est la for loop versus for each. La for loop, encore aujourd'hui, hein, elle est 10 fois plus rapide que le for each. Et ça, pareil, ils ont dit, surtout, ne mettez pas des for loops partout, continuez votre for each. Un jour, on arrivera à l'optimiser. Mais pour qu'ils en soient là, on est vraiment très bas et ils arrivent dans une phase d'optime où, en gros, ils ne peuvent pas. J'avais un collègue qui avait regardé dans V8 pourquoi, il m'a perdu. Et l'analyse surtout, une fois que vous faites des trucs comme ça, vous êtes quand même, c'est un peu violent, analysez le gain et vous le savez certainement, je pense, V8, vous pouvez voir toutes les options qu'il a et que vous pouvez voir sur votre appli. Et donc, vous avez notamment trace GC, trace GC verbose, donc j'arrête pas d'en parler, c'est pour voir un peu si vous êtes du GC. Le GC, en plus, il est stop the world, hein, donc il vaut mieux regarder si vous en faites en permanence. L'inline cache, donc vous voyez à quel moment il décide d'optimiser votre code. Et surtout, opt et déopt. Donc si en 3 appels ou en 3 secondes, votre méthode fait la bascule en permanence, vous êtes en train de modifier une hidden class. Donc il n'y a pas beaucoup de flags, mais ils ont mis ces 3-là. Donc vraiment, ils veulent qu'on fasse ça, quoi. Donc si vous le faites déjà, c'est cool, mais sinon faites gaffe, vérifiez que vous ne faites pas des points trucs après coup, c'est pas bien. Les fuites mémoire, bon ça vous connaissez déjà en Java, donc en gros en JS, c'est on met quelque chose sur global ou sur votre objet, vous avez un event emitter et vous n'avez pas relâché le listener que vous aviez mis dessus. Donc en gros, c'est ce qu'on dit en permanence en backbone, c'est ce qu'on dit en Angular avec les observables. N'oubliez pas de unsubscribe au moment du destroy de votre truc. Donc pour ce qui est event emitter. Au niveau global, il ne faut juste pas le faire. Voilà. Et si vous ne le faites pas, votre heap est grossi et on n'en parle plus. Donc là, pareil, votre ami, c'est la comparaison de heap dont je parlais tout à l'heure. Cluster natif, je pense que vous le savez, on va passer, et puis même, c'est pas important. Le patron de conception pour l'asynchrone, ça, c'est marrant. Le patron de conception pour l'asynchrone. Donc, au niveau de Node, vous connaissez déjà les streams, je pense. En gros, les streams, c'est de dire, je ne vais pas attendre l'intégralité du résultat, 100 mégas, c'est un peu con, bloquant, hein. Et je vais avoir les petits bouts de chunk petit à petit. Donc du coup, au lieu d'attendre tout le truc, je vais avoir le truc petit à petit. Je vais même pouvoir faire un traitement. C'est-à-dire que les petits bouts de trucs, je les envoie dans un autre truc, dans un autre pipeline, etc., etc. Et vous comprenez que si à chaque fois on attend 100 mégas, on va être plus long que si on prend les trucs petit à petit et qu'on stream tout en permanence. Nous, on a eu des gains divisés par 2 en utilisant les streams. Et à certains endroits, même beaucoup plus. Donc les streams, c'est une manière de programmer en asynchrone. Donc on prend les trucs petit à petit et on les passe. Il y a un autre, alors c'est un bouquin, je ne sais plus quelle grosse boîte avait fait ça, mais il y a un bouquin, justement, ils avaient un use case où ils disaient, mais j'ai 1 million d'utilisateurs qui peuvent d'un seul coup faire la même requête au même moment avec les mêmes paramètres d'entrée. 1 million. Mais un autre million va faire avec d'autres paramètres. Donc ils disaient, il y a un truc à faire là, parce qu'au niveau CPU, on fait 1 million de fois le même traitement, c'est con. Et ils étaient sortis avec un espèce de pattern qu'ils ont appelé comme ça. En gros, il faut arriver à suivre, mais c'est marrant parce qu'on ne programme pas comme ça en Java et compagnie. On arrive avec un body, là-haut, et on va dire, le plus important, c'est le premier, c'est ici, on va initialiser la queue. Donc on va faire une queue et on va mettre le body dedans, qui va être le paramètre, la clé. Et on va initialiser un tableau de callback avec un callback. Donc là, on vient de créer une queue avec tel body, telle entrée, et plus tard, le callback dans un tableau. Et on lance un traitement lourd. Je ne sais pas, 5, 10, 15, 20 secondes, plus, minutes et tout. Donc voilà, là, on a lancé le traitement lourd, le mec s'en va, on attend. Enfin, on attend. On relâche le thread et puis quelqu'un d'autre arrive. Quelqu'un d'autre arrive avec le même body. Il y a déjà quelqu'un qui est en train de travailler sur le body parce qu'il est dans la queue. Donc, on récupère par la clé et on pousse le callback du mec et on se casse. Donc là, la personne, ce thread-là, cette socket, elle n'a rien lancé parce qu'elle a le même body que l'autre. Donc, je pense que vous avez compris, hein. Donc, il y en a 1 million qui arrivent. Il n'y a qu'un traitement heavy process qui est lancé. Et plus tard, quand le traitement heavy process est fini, on récupère la queue. Et pour chaque callback, on l'exécute avec la réponse. Donc, au pire, le premier, c'est lui qui s'est tout tapé. Au mieux, le dernier, il n'a quasiment pas attendu. Et il n'y a qu'un traitement, surtout, qui a été lancé au niveau de la machine. Donc là, on est en plein dans de la programmation asynchrone. C'est rare de coder comme ça.
D'ailleurs, je n'ai jamais fait ça chez un client. C'est vraiment leur besoin. Ils étaient bombardés de requêtes et beaucoup avaient toujours les mêmes paramètres en entrée. Donc ils ont dit, bah, super. Et au niveau CPU, là, c'est divisé par 1000. Enfin, il n'y a plus qu'un traitement qui est lancé. Bon, ça, c'est dans les bouquins. En vrai, on n'a pas souvent. La sécurité. Si vous ne connaissez pas Helmet, je crois que c'est quasiment obligatoire, il faut le mettre. En gros, il va vous sécuriser en vous mettant tous les headers qu'il faut et surtout, vous virez tous les headers qui donnent de l'info, XPowerByte et tout, c'est à bannir d'urgence. Les cookies, j'espère que vous le faites. Secure pour assurer un chiffrement jusqu'au serveur et HTTP only, surtout pour si jamais vous avez une injection XSS et exécution de JavaScript dans votre code. Avec HTTP only, JavaScript n'a pas accès aux cookies. Donc le mec ne peut pas faire du vol de cookies par JavaScript. Donc vraiment, ça c'est obligatoire. Secure et HTTP only, si vous ne l'avez pas, il faut le mettre. Maintenant. Et ça, il faudrait qu'on le mette, mais on ne le voit pas souvent. Mais voilà, le CSRF, c'est une obligation. C'est dur à mettre en place, c'est chiant, etc. Mais il faut vraiment le mettre. Mais il est rarement mis en place parce qu'il y a beaucoup de prérequis. Au niveau de vos dépendances sécurité, vos dépendances, elles ont des failles. Et si vous connaissez NSP, il référence toutes ces failles, justement. Donc là, attention, injection de tel bout de code, attention, buffer overflow, attention, je ne sais quoi. Donc NSP vous liste les failles et vous donne les versions des fixes. Donc si la librairie que vous utilisez elle a plus de 3 ans et elle n'est plus maintenue, c'est mort. Enfin, il n'y aura jamais de fixe dessus. Donc vous avez une faille dans votre code. C'est pour ça que c'est marrant, il y a un projet qui s'appelle Snyk. Si jamais votre dépendance elle n'est pas fixée, il vous propose de faire un patch lui-même, parce qu'il sait comment fixer. Il l'applique et il vous commit ça dans votre code et vous le push. Donc là, c'est un truc qui est assez rigolo. C'est-à-dire qu'il va sortir, par contre, du coup, vous n'êtes plus dépendant de la lib. Il enlève la lib de package.json, c'est plus une lib dont vous dépendez. Il vous la fout dans votre code, donc il crée un package pour cette lib, il copie tout le code et il patch. Donc c'est assez marrant. Nous, on a eu le cas parce qu'on a eu des audits de sécurité, les mecs, c'était des paranos. Donc si NSP disait qu'il y avait une faille, il faut corriger. Oui, mais personne, oui, mais il faut corriger. Bon, ok. Donc on a dû utiliser Snyk. Globalement, vous avez compris, avoir ces dépendances à jour, quand même, ça aide. Et ce qui est marrant en faisant ça, la sécurité, bon, je ne suis pas un expert, mais ça permet de faire de la veille sur tout ce qui est différentes et nouvelles attaques, surtout. Par exemple, il y a encore jusqu'à pas longtemps, on pouvait faire ça. Alors, OK, ETC Password, il n'y a plus grand-chose d'intéressant dedans, mais on pouvait faire quand même des choses comme ça. Avec toujours le même type de fixe, parce que pour éviter que le mec ait accès à tout votre système, là, c'est juste avoir un navigateur récent ou des librairies récentes. Mais Express Static, il a été buggé jusqu'à il y a 1 an et demi, je crois. Donc jusqu'à avant, on pouvait faire des trucs comme ça. Après, les navigateurs, c'est corrigé depuis. Et je suis tombé sur une attaque vraiment... le mec vous en veut. C'est l'attaque temporelle. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est quand il va faire il est bas niveau, c'est pas par HTTP ça. Mais déjà, il est bien tout en bas et il va dire je vais te faire mal. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre la comparaison de password et les algorithmes de comparaison. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus c'est long, plus la comparaison elle a été loin. Donc du coup, l'attaquant, il sait, on est très finement là, mais il sait qu'il est en train de bien travailler en fait. Il sait qu'il est en train d'avancer sur votre password. Et donc jusqu'à il y a récemment, Java aussi, ça fait quelques années que ça existe, mais il y a des méthodes comme ça. Donc Crypto a sorti une méthode, TimeSafeEqual, et ça assure que la comparaison de password ou ce que vous voulez, le résultat sera toujours exécuté dans un même intervalle de temps. Donc là, vous êtes protégé sur l'attaque temporelle. Une fois que vous savez ça, vous le mettez, on n'en parle plus, vous pouvez faire le Kekos à la machine à café, c'est marrant. Mais si vous ne le faites pas, bon, ça dépend dans quelle boîte vous bossez et tout, mais vous prenez un risque, quoi. Maintenant que vous le savez, faites-le, quoi. Mais vous tombez sur des trucs comme ça, vous dites, mais what? Au niveau des tests, il n'y aura pas trop de débat parce que je pense que vous utilisez quasiment les mêmes que moi. Donc Mocha au niveau de l'utilitaire, des tests unitaires, bon, il y en a d'autres, mais c'est un peu le grand gagnant. Acceptance, pareil, Casper, mais il y en a plein d'autres. Il n'y a pas vraiment de bon choix. Il y a Nightwatch qui est pas mal au niveau des acceptances. La couverture, je crois que c'est quasiment que du Istanbul. Il y avait Sepia qui était lancé par LinkedIn, qui a été forké parce qu'il est abandonné. Mais Sepia, il était pas mal parce qu'il enregistrait toute votre requête HTTP et vous industrialisez tout ça au niveau du test d'acceptance. Ça veut dire que quand vous rejouiez votre code, vous pouviez le mettre en mode Sepia et il allait récupérer tout ce qu'il avait enregistré et hop, il vous réexécutait tout automagiquement. Donc il a été forké en replayer, ce projet était pas mal. Donc même LinkedIn avait fait du Node
Mais bon, c'était un mec, donc il est parti, abandonné. Patati patata. Ok, c'était hyper dense, j'espère que je ne vous ai pas perdu. En conclusion, alors Node.js, il y a une fondation avec plein de géants dedans, je ne vous fais pas la capture avec tous les logos, enfin voilà, il faut montrer qu'on est sérieux. LTS, ça par contre c'est sérieux. Ils ont vraiment mis en place un système avec le cycle pair-impair pour vraiment vendre du support payant aux entreprises. Mais voilà, quand on est sur une paire, on peut y aller, on peut partir en prod, c'est stable. Et là, un pair, on fait n'importe quoi, on pète tout, on prépare ce qui arrive. Bon. Donc en local si vous voulez, mais en prod c'est de la paire. Enfin, maintenant c'est défini. La doc elle est vraiment super complète, event loop, post-mortem, elle est vraiment top. Donc si vous y êtes jamais allé, il faut vraiment y aller. Performant monitorable, bon ça c'est mon avis, mais voilà. Les géants, on est toujours sur les mêmes qui partagent, et il y en a d'autres, on sait qu'ils en font, qui font du Node.js, mais ils ne partagent pas beaucoup. Je pense que soit c'est critique, PayPal ils ont dit qu'ils ne partageraient pas, ils font du Node mais c'est hors de question, c'est trop critique. Voilà, il y en a qui en font, je pense qu'ils ont énormément à partager, mais enfin à nous apprendre surtout, puis, voilà. Mais non, pas de balle. Et ce qui est embêtant, par exemple, quand on monte sur Sepia, je trouvais ça génial, et voir le dernier commit il y a 4 ans, je trouvais ça con. Bon, il y a des projets qui sont plus ou moins maintenus, bon, ça c'est la vie. Et tous les emojis, c'était Atom qui avait poussé ça dans leur commit. Puis j'adore les emojis, j'en mets chez tous mes clients, je trouve ça marrant. Marrant et utile, en voyant l'emoji, quand vous voyez un truc qui commence par une flamme comme ça, vous savez que j'ai viré du code. Bon, marrant. Les emojis, ils ont un sens. Voilà, merci beaucoup. Ok, il reste 2 minutes pour les questions. Et je vais tweeter le lien juste après. La conf, elle est là, c'est sur GitLab, et je tweeterai sur BDX.io. Tu parles beaucoup des optimisations avec V8. Ouais. Est-ce que ces optimisations-là, elles sont cross-browser? Si on prend Firefox, Edge, Safari, est-ce que c'est les mêmes? Il va être optimisé ton... Ah oui, moi j'étais vraiment côté Node. Ouais. Donc c'est vrai que côté front... Parce qu'il y a Edge qui a fait aussi un moteur Node.js, donc... Ouais, voilà. je pense qu'au niveau du browser, comme c'est V8 qui va l'exécuter, il va exécuter le code optimisé. Donc à mon avis, c'est exactement la même chose que côté back. Par contre, ouais, côté Edge et tout, j'avoue, j'ai pas du tout regardé. En fait, j'avais strictement la même question, mais je pense que j'ai le mot-clé, c'est qu'en fait, Edge, son moteur JavaScript, c'est Chakra, ouais. Et Microsoft donc, pousse énormément pour abstraire Node du moteur V8. Donc il y a une couche NAPI qui permet de spécifier Node sans spécifier le moteur JavaScript. Et du coup, il y a une version de Node sur le Chakra Core, donc le moteur JavaScript. Donc ma question, c'était effectivement, tu parles beaucoup de V8, tu n'as pas eu l'occasion de comparer peut-être ou de tester cet aspect Node sur Chakra? Pas testé, et je ne sais pas si au niveau de la communication de Node, ils poussent pour dire on rend Node... En fait, ils en parlent par le NAPI, ouais. Donc, qui est leur projet d'abstraction et de spécification de l'API Node, en fait. Et ils commencent un petit peu à parler de Chakra, mais comme ce n'est pas utilisé... Je pense que, j'imagine comme il a, enfin, c'est pas un moteur à mon avis dégueu, donc je pense qu'il faut bencher, il faut poker, il faut voir au niveau perf et tout. Mais moi le seul, après, je l'aime bien parce qu'il me fait marrer, il commit pas mal de modules de merde, mais il y avait j'ai oublié son nom d'ailleurs, parce que voilà. Mais il avait commité un truc en disant si je vois l'engine Chakra passer au niveau de Node, parce qu'on peut l'extraire au niveau du process, on récupère l'engine et si je vois Chakra, je fais screw out of memory error et je m'en vais quoi. Donc pour lui, Node c'est V8 quoi. Okay. Merde, j'ai oublié son nom. Bref. Eh ben c'est fini.